la rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 36. Lilou. Ça y est, nous quittons enfin la civilisation pour pénétrer dans la sapine et ses sentiers sombres et cachés. Du moins, cachés au commun des mortels, mais parfaitement connus de ma sœur et moi. Alors que nous nous engouffrons sous les frondaisons obscures de la forêt, mon cœur ralentit. Pas de peur, c'est presque le contraire. Il ralentit comme on pose un fardeau, comme on s'assied après une longue marche. Il se met au diapason du sol que je foule, et je sens la terre m'accueillir, sourdement, de tout son poids millénaire. Ici, ce n'est pas la même chose que sur le chemin vert où la protection de la route atténuait tout, le bon comme le mauvais. Ici, c'est brut, c'est entier. Un large sourire me fend le visage malgré moi. Je me retourne. Mes compagnons ont la tête levée, les yeux hagards, comme des gens qui viennent d'entrer dans une pièce trop grande. Je reconnais cette expression. Je l'ai portée, moi aussi, la première fois. Nous encerclant et, à perte de vue, les fûts hiératiques des conifères géants éperonnent le ciel. D'un élan gigantesque, ils atteignent des hauteurs qui fatiguent le regard. Tels les piliers d'une immense cathédrale sylvestre, ils forment un sombre royaume, où leur cime, à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol, ne laisse passer que peu de clarté. Seuls quelques faisceaux obliques, épars, tombent comme des éclats dans cette nef végétale, verdissant l'air, l'épaississant. L'atmosphère est moite, lourde, et murmure. Car ils murmurent déjà. Pas tous, certains se taisent, mais d'autres me parviennent, portés par un souffle froid qui glisse entre les troncs. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Partez! Ne revenez pas! Les mots ne sont pas des mots, c'est plus ancien que ça. Mais le sens, lui, est parfaitement clair. Je garde le sourire. Je les connais, leurs humeurs. Et je n'y prête pas attention. Pour l'instant. Dans cette forêt ancestrale, nous avançons à bonne allure. Les sentiers que nous empruntons, et qui sont principalement employés par les chasseurs de l'Aslorien, sont assez dessinés et entretenus. J'observe souvent, dans des troncs morts, sur des écorces épaisses, ou bien gravés sur des pierres, les runes d'orientation qu'utilisent les rôdeurs de la région pour marquer leur route. Je n'imaginais pas la sapine si oppressante, me dit Okami en s'asseyant à côté de moi pendant notre pause de midi. Pourtant, quand je l'ai traversée l'année dernière par le chemin jaune, je n'avais pas ressenti autant de ténèbres. Le sud tient encore. Pour combien de temps, je ne sais pas. Je mâche un morceau de sneaker sans m'arrêter de surveiller les troncs alentour. L'habitude. L'Aslorien fait barrage, le chemin vert aussi, mais les aînés qui redescendent du nord sont de plus en plus nombreux. Et quand les aînés fuient, c'est mauvais signe. Ils ne quittent pas un territoire pour rien. Eridan pose son regard sur moi, les yeux interrogateurs, sans rien dire. Les vieux soldats font ça. Ils écoutent d'abord. Ils évaluent. Nous ne monterons pas assez au nord pour voir ce que ça donne là-haut, continuai-je. 7 ou 8 jours vers le nord-ouest et nous sortons par la vallée du Parthe. Les sentiers se resserrent dès demain, mais les Kirks ne descendent pas jusque-là. Ce sont les créatures de la nuit qui nous occuperont. Je laisse un silence s'installer, puis j'ajoute, plus pour moi que pour eux. Mais en groupe, ça reste gérable. Surtout quand je suis là, ricane ma sœur en se raclant la gorge. Madame Ego a raison, renchérit le félin de mon père en lui adressant un regard en coin. Vers la fin d'après-midi, la lourde voûte sylvestre se fait beaucoup plus inquiétante. Je sens le cœur d'Eridan se serrer. Inutile de lire ses prunelles pour comprendre qu'il est très loin d'être rassuré dans cette atmosphère étouffante. Sa main est en permanence sur la garde de son épée, signe de son malaise. Okami semble, quant à elle, plus sereine, bien que ses iris perçants, cherchant sans arrêt un ennemi invisible, trahissent tout de même une certaine appréhension. En même temps, je mentirais si je disais que je n'avais jamais ressenti cela. La sapine est ainsi, froide et sombre. Froide et sombre, au point de noircir le cœur des plus vaillants et de ronger l'esprit des plus faibles. Et la première fois que j'ai marché en son sein, je ne faisais pas la fière. Je me souviens que j'avais suivi Arrakis, la peur au ventre, sursautant au moindre bruit. À travers les quelques rayons de lumière qui parviennent tant bien que mal à transpercer les hauts rameaux et les nuages un peu plus épais de ce début de soirée,
Je vois la mer Soleil décliner, et les lunes jumelles commencer à se lever. Toutes les deux, ce qui me soulage. La sapine plongée dans la seule lueur de silique est un spectacle vraiment effrayant, que j'aimerais éviter de faire subir à mes compagnons d'infortune. Nous faisons halte au pied d'un grand pin bleu, dont la circonférence doit avoisiner les 80 ou les 90 mètres. Après un petit repas frugal et froid, dans Sombre Épine on ne peut pas prendre le risque de faire un feu, nous nous installons parmi ces branches résineuses, à une vingtaine de mètres du sol. Eridan nous dévoile d'ailleurs un certain talent d'acrobate, que je ne soupçonnais pas. Une fois désengoncé de son armure, il est sacrément souple et agile, le bougre. Je me surprends à le dévorer du regard alors que l'humidité de la forêt ruisselle sur ses bras, on ne peut plus saillant. Je le sais maintenant. Je le sais avant même qu'il ne se retourne, avant même qu'Arrakis ne dise quoi que ce soit, que je n'aurais pas dû m'attarder sur lui. Je me détourne toute seule, comme on retire la main d'une flamme. Trop tard, évidemment. Un coup d'œil, ou de grappe Dieu, devrais-je plutôt dire, plissé et chargé d'un mépris à peine dissimulé me confirme qu'elle n'a rien raté. Mes joues virent au rouge tomate. La nuit venue, tandis que tout le monde prépare sa couverture sur les ramures du pin, qui sont aussi épaisses qu'un tronc de platane, je me pose quelques minutes. Eridan est en train de s'assurer d'une corde pour ne pas tomber. Arrakis est invisible, peut-être à la chasse, et Splinter s'est octroyé un creux dans l'écorce millénaire de l'arbre, roulé en une boule de poils orange et soyeux. Le tout recouvert par sa cape verte. Quant à la Séraphin, en tant que peuple volant, des liens lui sont bien inutiles, mais je la vois tout de même farfouiller dans son petit sac à dos. Je n'ai pas de corde. Je n'en ai pas besoin. Arrakis peut m'en fabriquer une en quelques secondes si la situation l'exige, et de toute façon elle dort toujours assez près de moi pour me rattraper avant que je ne touche le sol. Ça n'est jamais arrivé. Mais comme elle dit toujours, les yeux mi-clos et le sourire carnassier, faut jamais dire jamais, belette. Je souris et bascule la tête contre le tronc. Fermant les yeux, j'écoute alors les murmures des arbres que les vents du nord et de l'est m'apportent. La rumeur de notre expédition n'est pas passée inaperçue, et les pins, les séquoias, les mélèzes et les sapins se relaient déjà à l'information. Certains d'entre eux nous invitant à leur protection, et d'autres, beaucoup d'autres en fait, nous sommant de quitter la forêt sur le champ, sous peine de mort. Les arbres noirs, que nous, rôdeurs, appelons les urnes, de la sapine, sont sans doute plus dangereux que tous les Kulukage qui y habitent, pour qui n'y fait pas attention. Cependant, je les connais assez bien, et ils ne me font pas peur. Vous semblez concentré, me dit Okami en me sortant de mes pensées. J'ouvre les yeux. La clairette s'est posée devant moi, sans un bruit. Non, j'écoutais juste les vents. Ils sont toujours pleins de bons conseils, répondis-je, prise de court. La Séraphin me sourit. Ses ailes, étendues, resplendissent autant que son visage de reine. Elle reprend. J'aime aussi prêter l'oreille aux zéphyrs. Et ceux des mers du Sud me manquent parfois. En tant que créature de l'air, Okami sait effectivement entendre les vents, c'est vrai. Mais entre les entendre et les comprendre, il y a un grand pas. L'a-t-elle franchi, elle? J'ai laissé un message aux aigles ce matin avant le départ, continue-t-elle, pour prévenir nos maîtres de guilde respectifs. Je leur ai indiqué que notre voyage se déroulait bien, et que nous entrions dans la sapine comme convenu. De ce que j'ai ouï dire, je ne trouverai pas d'oiseaux pour envoyer des nouvelles dans cette forêt. Alors j'ai pris les devants. Très bien, bonne initiative, car vous avez raison. Dans Sombre Épine, vous ne rencontrerez que de noirs corbeaux, pas très coopératifs avec les humains, même si je connais quand même quelques griffes bienveillantes. Mais elles se font de plus en plus rares. En parlant d'oiseaux, je vous conseille d'ailleurs de ne pas trop recourir à vos ailes. Ici, il est plus dangereux de voler que de marcher. Beaucoup de sombres araignées géantes, bien moins sociables qu'Arrakis, tissent leur toile entre les arbres. J'en prends acte. Merci. Je pose mon regard sur la mage de l'eau. Dans la pénombre de la lune, son visage rayonne malgré tout et semble couronné d'une divine aura. Alors que mes prunelles caressent la moindre parcelle de ses joues et de son cou, un stridullement rauque retentit sur ma gauche. « Arrakis » murmurai-je en levant les yeux au ciel. « Quoi ? Navré de foutre en vrac vos ébats amoureux, mais je viens vous signaler que j'ai trappé le vieux pour la nuit. Bien qu'il soit cool celui-là, on peut pas en dire autant de toutes les saloperies qui traînent à côté. » Je la remercie d'un signe de tête, ne relevant même pas sa raillerie. « Votre sœur veille sur vous de très près ?» dit Okami, d'un ton parfaitement neutre, les yeux braqués sur ma sœur. La remarque est anodine. Le sourire qui l'accompagne, beaucoup moins.
L'arachnide s'ébroue. Ouais, de très près. Surtout quand certaines ont les yeux qui traînent où ils ne devraient pas. Elle se retourne vers moi et me foudroie d'un regard méprisant. Contrairement à certaines, je me contreconne royalement de vos fesses, Séraphin. Et elle disparaît, me laissant là, de son chapeau où me mettre. Mais le rire de la Séraphin me détend, et, finalement, un éclat joyeux sort de ma gorge et se joint à celui de la femme oiseau. Perdue dans une hilarité de jeune adolescente, une larme commence à courir sur ma joue tandis que je tente de reprendre mon souffle et de me calmer. Je n'oublie pas que dans notre situation, il ne vaut mieux pas être trop bruyant, et inutile d'attirer à nous toutes les sombres bêtes du secteur. Le silence revient, et la mage se compose d'un masque plus solennel et sérieux. Elle tend la main vers moi. Puis, du bout de son doigt, elle décroche délicatement la petite perle qui venait de glisser au creux de mes lèvres. Alors qu'un frisson me parcourt l'échine et me brise les entrailles, elle chuchote doucement. « J'aime beaucoup votre sœur. Vous avez sans doute à vos côtés la meilleure personne qui soit pour vous protéger. » Malgré mon rythme cardiaque qui tambourine dans mes tempes, je tente moi aussi de reprendre un air raisonnable. « Je sais, » soufflai-je. « Je ne suis rien sans elle. » Okami hoche la tête et me décoche un merveilleux sourire, plein de grâce mais surtout empli d'une tristesse sans nom. Je n'ai pas le temps de deviner le pourquoi du comment que la Séraphin me salue d'un murmure à peine audible. « Bonne nuit, Lilou. » Elle se retire ensuite et s'envole vers une autre ramure en contrebas, où elle se pose avec délicatesse. Je la distingue qui ferme les yeux et perçoit, dans la lumière tamisée des deux lunes, une larme perlée sur son visage, alors qu'elle caresse un petit bracelet à son poignet. Je me pince les lèvres. Ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? La mélancolie que j'ai vue sur ses traits angéliques semblait solidement ancrée en elle, comme un lourd fardeau qu'elle traîne depuis des siècles. J'hésite un instant à descendre à ses côtés. Mais dans la pénombre, alors qu'elle est enroulée dans ses grandes ailes immaculées, je n'ose pas aller remuer le couteau dans la plaie. Je m'adosse à l'arbre, basculant la tête en arrière. Dans ma poitrine, mon cœur reprend un rythme à peu près normal. L'épisode fut court. Je ferme les yeux. Son doigt sur ma joue. Un geste de rien du tout, probablement. Sûrement. Je le retourne dans tous les sens depuis un quart d'heure, et je n'arrive pas à le réduire à rien du tout. Je secoue la tête dans le noir, agacé contre moi-même, et me force à écouter la forêt. Les murmures des arbres, le vent entre les troncs, les insectes, n'importe quoi d'autre. Ça ne marche pas très bien. Encyclopédie des savoirs anciens. Les îles du Confin. Première partie. Les îles du Confin sont composées d'une multitude de nefs, des rocs flottant au-dessus de la mer, de taille et d'altitude variables. Les légendes des hommes oiseaux racontent qu'il s'agirait des vestiges de Cielaria, l'ancien monde des anges qui implosa lors de la guerre des Titans. La magie ou l'énergie qui les maintient en l'air est inconnue et fait partie des mystères les plus oubliés de Tella. Les séraphins placent la filiation du sang et leur généalogie au-dessus de toutes les autres qualités, si bien que chacun de leurs 7 royaumes est gouverné par une famille royale, de mère en fille pour la plus grande majorité. Les hommes ne peuvent succéder directement. Les princes des grandes lignées de nobles servent alors à nouer des alliances, des accords commerciaux ou des coalitions militaires. Bien que les couples de femmes soient fréquents dans leur peuple, les maisonnées héritières ne peuvent être désignées comme telles qu'à condition que la reine ait choisi, ou se soit vue imposer, ce qui est plus généralement le cas, un roi avec qui elle pourra enfanter sa descendance. Les îles du Confin sont découpées en 7 royaumes. Pique-Neige, l'un des plus grands royaumes du Confin, dont la capitale est Hurle-Tempête. Pique-Neige est célèbre dans toute Tella pour l'habileté de ses artisans souffleurs de verre et de ses orfèvres. Il inclut 14 îles, qui totalisent environ 4200 hectares, soit à peu près le tiers de la superficie des nefs du Confin.
Pique-Neige est actuellement gouvernée par Seiser, descendante des Stielariennes, l'une des plus anciennes familles de séraphins connues d'avant la guerre des cieux. Les cités de Pique-Neige sont parmi les plus majestueuses du monde. Leurs murs sont de marbre blanc immaculé. Les pinacles de leurs temples voués à Quetzal et à Azerz, la grande dragonne de l'air légendaire, sont si hauts que leurs pointes se perdent dans les nuages. Elles possèdent de vastes bibliothèques, des théâtres à ciel ouvert et une multitude d'établissements liés à l'art et à la culture. Landever. Troisième royaume de par sa taille, mais premier de par ses richesses naturelles, le royaume de Landever se trouve au nord du confin. Le vert des plages des grands lacs de Clair est le plus pur qui soit et fait la fortune de ce pays, notamment grâce à ses échanges avec Pique-Neige. Landever sert également de plateforme commerciale entre les confins et les cités-États phénix de la terre ferme. Les Veriens sont des personnes très ouvertes d'esprit, qui accueillent volontiers des immigrés phénix ou ondines, et leurs capacités de négociation n'ont rien à envier aux Suniens. Leurs demeures, faites de bois sombres et de verre filé, ont peu de la pompe marmoréenne de leurs voisins. Les habitants de Landever préfèrent travailler la matière, plutôt que de l'exhiber. Ils élèvent des chèvres des montagnes et des vouivres, et c'est dans leurs prairies suspendues qu'on trouve les meilleurs fromages du confin, si l'on en croit les bardes qui y ont séjourné. Par sœur d'Aredon, maître du savoir de Massilia.